Moscou officialise l'annexion de 4 régions ukrainiennes conquises par la force lors d'une cérémonie ce vendredi devant le Kremlin. La communauté internationale exprime son écœurement. L'armée ukrainienne poursuit sa reconquête dans la région de Kharkiv au nord-est. Dans les territoires libérés, les plaies sont vives. Le président russe Vladimir Poutine a reconnu que des erreurs ont été commises dans la mobilisation et a demandé qu'elles soient corrigées. Le Kremlin se prépare à officialiser l'annexion des 4 régions ukrainiennes dans la foulée de ces soi-disant référendums qualifiés de simulacres par les Occidentaux. Après avoir signé des décrets reconnaissant l'indépendance des régions ukrainiennes de Zaporijia et de Kherson, Vladimir Poutine doit prendre la parole lors d'une cérémonie sur la place rouge. À Kiev, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a renouvelé son appel au peuple russe. Cette tentative d'annexion ne signifiera pas ce que le Kremlin espère. Mais pour arrêter cela, il faut arrêter l'homme qui, en Russie, veut la guerre plus que la vie, votre vie, celle des citoyens de Russie. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer dans la journée sur une résolution condamnant les référendums. Le président américain a donné le ton. Les États-Unis ne reconnaîtront jamais, jamais, jamais les revendications de la Russie sur le territoire souverain de l'Ukraine. Ce soi-disant référendum était une imposture et une imposture absolue. Les résultats ont été fabriqués à Moscou. Sur cette photo, les dirigeants nommés par le Kremlin dans les régions conquises par l'armée russe dans le sud-est de l'Ukraine, ils sont arrivés par avion à Moscou où ils doivent participer à la cérémonie d'annexion. Nous félicitons tous les Russes du monde entier pour cette grande fête. Nous avons réussi. La région de Kherson, la région de Zaporijia, les républiques populaires de Donetsk et de Louhansk vont intégrer la Russie pour toujours. Moscou se prépare à des festivités avec une circulation restreinte et un concert à l'ombre des murs du Kremlin. Alors que la contre-offensive ukrainienne se poursuit dans la région de Kharkiv, Kiev a mis au jour une nouvelle chambre de torture utilisée par l'armée russe jusqu'à sa fuite forcée. La police a retrouvé des instruments de décharge électrique et des inscriptions laissées sur les murs par les prisonniers. Une quinzaine de salles de ce type auraient été découvertes depuis la reconquête des territoires ukrainiens. Plus au sud, l'armée de Kiev affirme avoir sécurisé les 2 rives de la ville de Kupiansk et pourrait prochainement s'emparer de la cité stratégique de Liman, près de Sloviansk. Kiev accuse Moscou de continuer à bombarder des bâtiments civils, y compris à des dizaines de kilomètres de la ligne de front, comme ici à Dnipro, où 2 enfants ont péri. Une habitante témoigne. Ils avaient 8 et 12 ans, dit-elle. Toute la famille vivait déjà des moments difficiles car les grands-parents et un fils avaient été tués récemment. C'est effrayant et triste que des civils soient tués de cette façon. C'est très triste. Dans les territoires libérés, les traumatismes demeurent profonds pour les habitants qui vivent toujours sous la menace de bombardements alors que la frontière russe n'est qu'à quelques dizaines de kilomètres de là. Kiev dit avoir abattu jeudi un drone suicide iranien dans la région de Soumy, au nord de Kharkiv. Originaires d'Irpin, Anastasia et Roman Akulenko se sont rencontrés en 2019 pendant l'élection présidentielle ukrainienne. Une période qui paraît remonter à une éternité à l'échelle locale. À l'époque, le couple était loin d'imaginer que 3 ans et demi plus tard, ils devraient se cacher sous terre avec leurs 2 filles, puis fuir leur maison en toute hâte pour échapper au bombardement. C'était très effrayant. Mon mari était sur le balcon et les avions de guerre volaient juste au-dessus de sa tête. Il a cru que les roquettes se dirigeaient vers nous, alors il a crié « à terre ». Nous sommes donc tous tombés au sol, puis nous nous sommes cachés dans la salle de bain. C'est là que nous nous sommes habillés avant d'aller nous réfugier dans la cave. Suite à ça, les enfants ne voulaient plus sortir. Nous avons passé une nuit dans la cave, puis le lendemain matin, après le couvre-feu, nous avons décidé de partir. Au début de la guerre, Irpin, dans la banlieue de Kiev, a été sévèrement touchée. La famille s'est d'abord réfugiée dans une autre région, puis Anastasia et les enfants sont allés en Pologne. Ils ne sont réunis en Ukraine que depuis la fin de l'été.
Pendant leur absence, 2 appartements en dessous du leur ont été détruits par des missiles, mais le feu s'est arrêté à leur balcon. La température était si élevée qu'ici, au 5e étage, la construction métallique qui tenait les étagères, la télévision au mur, le bureau de l'ordinateur, les vêtements synthétiques ont tous fondu. Nous avons déjà des projets de rénovation. Nous allons réparer nos erreurs passées, ce qui n'était pas pratique dans l'emplacement de nos prises de courant. La chose la plus importante est que la guerre se termine, et alors tout ira mieux. Oui, nous avons hâte que ce soit fini. Mais la rénovation ne pourra pas commencer avant l'année prochaine. Pas seulement à cause des difficultés financières. Initialement, les autorités voulaient démolir le bâtiment. À présent, le couple est rassuré car des travaux dans les appartements sous le leur sont prévus, mais sans date fixe. Le toit est aussi abîmé, mais avec l'aide de l'administration locale et d'associations, il a été couvert par une bâche pour empêcher le froid et l'humidité d'entrer. L'hiver dernier a changé la vie de cette famille pour toujours, mais elle espère que le prochain sera différent et qu'ils pourront tourner la page. Face à la mobilisation partielle qui suscite un mécontentement grandissant au sein de la population, le président russe Vladimir Poutine a été obligé d'intervenir. Selon de nombreux témoignages, beaucoup de personnes ne remplissant pas les critères requis auraient été mobilisées. Le dirigeant russe a demandé jeudi que ces erreurs soient rapidement corrigées. Cette mobilisation suscite beaucoup d'interrogations. Il faut corriger toutes ces erreurs et faire en sorte qu'elles ne se reproduisent plus. Il y a effectivement eu plusieurs erreurs, comme la convocation de pères de familles nombreuses, de personnes souffrant de maladies graves ou encore de personnes très âgées. Il est nécessaire de traiter chaque cas individuellement. Et si une erreur a été commise, il faut la corriger et faire revenir à la maison ceux qui ont été convoqués sans raison appropriée. D'autres témoignages ont révélé que les autorités russes demanderaient aux nouveaux arrivants d'apporter leurs propres équipements militaires. En Russie, de nombreux magasins débordent de demandes de casques, gilets pare-balles et autres matériels de protection. Mais la mobilisation a aussi déclenché une fuite massive. Beaucoup de jeunes Russes sont moins enthousiastes d'être appelés en Ukraine. Selon les derniers chiffres, plus de 260 000 Russes ont choisi de fuir le pays, provoquant d'importantes files d'attente aux frontières de la Géorgie, du Kazakhstan et de la Finlande. Io a été l'un des événements du dernier festival de Cannes, d'où il est reparti avec le prestigieux prix du jury. Il est signé par l'un des grands noms du cinéma polonais, Jerzy Skolimowski. Un film choquant sur la condition animale, vu à travers les yeux d'un âne, Io, qui en est le personnage principal. À 84 ans, entre sagesse et colère, le cinéaste a ressenti un besoin vital de faire ce film. J'ai un message à faire passer aux gens. C'est un message sur notre traitement des animaux. Les humains ont généralement une mauvaise attitude envers eux. Ils sont très gentils avec les animaux domestiques, certes, mais en général, nous traitons les animaux comme des objets, pas comme des êtres vivants. Ce film est une coproduction entre la Pologne et l'Italie, où Io terminera son voyage après avoir traversé l'Europe centrale et les Alpes. Io échappera-t-il à son destin et finira-t-il à l'abattoir, comme des millions d'animaux chaque année? Je ne me sens toujours pas capable de ne pas devenir végane à part entière. Je mange encore un peu de viande, mais je l'ai réduite aux 2/3. Et si ce film peut attirer l'attention des gens, peut-être que si nous commençons tous à manger moins de viande, alors la torture des animaux ne sera plus nécessaire. Je croise les doigts pour que ce film soit vu par le plus grand nombre de personnes possible et qu'il fasse vraiment appel à leur cœur pour un meilleur traitement des animaux. Soyons bons envers nos petits frères.
Ce film est une ode à la nature et un cri d'amour aux animaux qui sont sacrifiés. Io vient de sortir en Pologne, en France le 19 octobre, et il sera le représentant de la Pologne aux Oscars.